Leçon d'enfant. Des vieux bébés. Bien annoncé. L'émission radio des enfants qui s'engagent. Bonsoir mesdames et messieurs de Compassion Internationale. Nous sommes les élèves de l'école l'Institut scolaire Astuce 3, membres du corps Leçon d'enfants. Nous aimerions vous poser des questions sur le phénomène de la pauvreté au Togo. Mais bien avant cela, nous aimerions bien connaître votre organisation. Vous écoutez Leçon d'enfants. Merci beaucoup les enfants. Nous sommes très contents de vous accueillir. Ici, c'est l'organisation Compassion Internationale Togo, qui est une ONG chrétienne. Elle est une branche de Compassion Internationale dont le siège est basé aux États-Unis. C'est une organisation de protection de l'enfant et nous travaillons principalement dans 4 domaines. Domaine cognitif, domaine socio-émotionnel, domaine physique et domaine spirituel. Cette organisation a commencé depuis les années 1952 dans un pays qu'on appelle la Corée, la Corée du Sud. L'organisation a commencé là-bas par la vision d'un pasteur qu'on appelle Swanson, Everett Swanson. C'est lui qui a vu la situation critique des enfants dans la pauvreté et a décidé de les aider pendant la guerre de Corée. Donc c'est comme ça a grandi jusqu'à arriver chez nous ici au Togo. Le Togo a commencé ce programme le 1er février 2008. Nous avions commencé par un partenariat avec 6 églises, mais aujourd'hui nous avons évolué sur tout le territoire togolais jusqu'au Grand Nord. Et nous avons plus de 300 églises partenaires aujourd'hui. Nous avons choisi d'œuvrer cette année à travers la thématique de la pauvreté. Ainsi, nous aimerions savoir quelle compréhension avez-vous de la notion de pauvreté à Compassion Internationale. Merci beaucoup, Wilfried, pour ta question. Vous abordez là un thème combien important. Bien souvent, la conception que l'on a de la pauvreté, c'est le manque d'argent. Mais dans notre conception à Compassion, la pauvreté n'est pas tout simplement un manque d'argent. Elle s'étend donc au-delà des aspects financiers, aux aspects intellectuels, aux aspects spirituels, sociaux. Donc nous avons une conception holistique de la pauvreté. As vous voyez. Donc, si quelqu'un a beaucoup d'argent, mais n'a pas de valeur saine qu'il poursuit dans la vie, il est pauvre. Et il devra travailler à corriger ce manque. Donc, la pauvreté, bien sûr, c'est un manque de quelque chose, mais ce n'est pas seulement un manque d'argent. Donc, retenez que dans notre conception ici à Compassion, et la pauvreté va au-delà des questions d'argent. C'est pour cela que nous travaillons au développement holistique des enfants. Parce que nous avons une conception holistique de la pauvreté. Donc, on ne va pas seulement travailler à ce que les enfants trouvent à manger, mais il faudrait aussi qu'ils aillent à l'école. On ne va pas seulement travailler à ce qu'ils aillent à l'école pour avoir des diplômes, mais qu'ils aient de bonnes valeurs saines dans la vie. Et qu'ils aient aussi de bonnes relations avec les autres. Donc voilà quelques éléments que je peux dire sur ce qu'est la pauvreté dans notre entendement. Quelle lecture faites-vous du niveau de la pauvreté aujourd'hui au Togo? Est-elle en baisse ou en hausse? Merci pour cette question. Est-ce que la pauvreté est en baisse ou en hausse au Togo? Disons que d'après les statistiques, je crois de 2015, la pauvreté a baissé. Théoriquement, d'après les chiffres, c'était à 61, mais il semble que ça a eu un recul de 3 pour se retrouver à 57. C'est le chiffre que j'ai eu. Bon, maintenant, est-ce que c'est la réalité sur le terrain? Les indicateurs qu'on utilise souvent, c'est lié à l'argent, au taux de dollars par jour.
Mais comme mon collègue l'avait dit tout à l'heure, nous, notre définition, c'est au-delà de la région. Donc, du coup, nous pouvons dire, par rapport à ce que nous voyons sur le terrain, dans les communautés, dans les zones les plus reculées, dans les zones les plus très, très reculées, la pauvreté est vraiment présente. Et chaque jour, il y a des cas de pauvreté que nous voyons autour de nous. Donc, le phénomène, même si les chiffres montrent que ça a baissé, il y a quand même beaucoup de choses qui montrent qu'il y a encore beaucoup de chemin par rapport à cette question de pauvreté. Merci beaucoup. Donc, ce que je peux juste ajouter, c'est que sur le terrain, surtout actuellement, ces 3 ans, nous avons vu avec la pandémie, la manière dont les effets que ça a eu sur le niveau social des gens, le commerce, les activités, ça a vraiment bouleversé beaucoup de personnes, encore beaucoup de familles. Et en plus, la crise de la Russie qui est aussi venue, non, je crois qu'il y a beaucoup de besoins sur le terrain maintenant et auxquels on fait face et nos gouvernements qui fait face. Et dans le monde entier aussi. Selon vous, qu'est-ce qui serait à la base de la pauvreté au Togo et qu'est-ce qui favorise son accroissement? Bon, je crois qu'il y a plusieurs raisons, ou bien plusieurs causes, ou bien plusieurs facteurs qui peuvent expliquer le phénomène de la pauvreté. Mais un des facteurs que moi je peux évoquer, que je pense être le plus critique, c'est l'inégalité qu'il y a dans la distribution des richesses. L'inégalité dans le traitement des gens, l'inégalité dans les opportunités, en fait. Parce que si nous avons tous un bien partagé et que c'est inégalement partagé, ça veut dire que quelqu'un aura plus et l'autre aura moins. Donc celui qui aura moins, c'est celui qui va souffrir pour avancer dans la vie. Par exemple, le fait d'aller à l'école, si certains enfants ne peuvent pas aller à l'école, ça veut dire qu'ils sont privés. Donc d'autres seront éduqués et ils ne seront pas éduqués. Les opportunités d'aller à l'hôpital si on est malade. Certains sont dans des zones, ils ne peuvent pas avoir ces opportunités. D'autres ont ces opportunités, ils peuvent aller à l'hôpital, trouver de bons médecins pour se faire traiter, alors que d'autres cherchent ces opportunités dans le même pays, ils n'ont pas ça. Donc c'est ce que moi j'appelle pas inégalité. Si c'est mal distribué et la richesse est mal distribuée dans ce sens, ça peut expliquer le pourquoi il y a la pauvreté. Et donc, pourquoi ça continue? Ça continue parce que tout simplement, on n'arrive pas à corriger ces inégalités. C'est pourquoi Compassion aussi veut apporter sa pierre à l'effort que fait le gouvernement pour que là où ça manque, nous puissions apporter notre contribution. Là où l'État n'a pas pu mettre à disposition les cadres de développement des enfants, tout ça là, nous allons souvent dans ces zones. Un de mes collègues l'a déjà dit, surtout les zones où c'est critique, c'est la voie d'accès, problème, il y a des enfants là-bas, il n'y a pas le minimum nécessaire pour leur développement. C'est là-bas que nous voulons aller, c'est là-bas que nous allons pour apporter notre contribution afin de réduire l'accroissement. La pauvreté, si on ne fait pas attention, ça se développe comme un cercle vicieux. Et par exemple, nous prenons une famille pauvre, démunie, avec ses enfants. Si on n'arrive pas à élever ces enfants-là et qu'ils deviennent des adultes responsables qui travaillent pour le développement de leur communauté, ça va devenir un cercle vicieux. Une jeune fille, une adolescente qui sort d'une famille pauvre, dans laquelle la maman, les parents se battent pour qu'elle arrive, elle soit quelque chose demain. Et à cause de cette pauvreté, elle se donne peut-être à des hommes et elle devient enceinte, c'est fini. Le cycle recommence, elle revient à la maison et c'est la pauvreté qui recommence comme ça. Donc, il y a toutes ces choses-là qui fait que c'est vraiment un bataille de combattants pour vraiment fermer sa main. Je crois qu'avec la grâce de Dieu et la résolution des familles, surtout des jeunes filles, des enfants, nous pourrons quand même arriver à faire reculer vraiment cette pauvreté. Merci. Dans la recherche des causes de la pauvreté, parfois on va à des facteurs
d'accusation, c'est-à-dire c'est les autres, aux facteurs qui normalement devraient être responsabilisantes. Donc, je pense que sur un plan, il y a ces inégalités, ces injustices que nous voyons autour de nous. Il y a une sorte d'hérédité qui n'est pas génétique, de la pauvreté aussi que nous voyons autour de nous. Il y a aussi des facteurs spirituels qui maintiennent la pauvreté. Mais je voudrais profiter de cette question plutôt pour donner un conseil à mes jeunes frères et sœurs qui sont ici. Les choix de vie. Les choix de vie. Quels sont les choix que vous ferez demain? Si en grandissant, comme Janine venait de le dire tout à l'heure, une personne tombait enceinte, nous avons deux filles au milieu de nous ici, ça peut être le début de la pauvreté. Il y a des gens à qui on a prodigué de ces conseils et ils se sont dit non, qu'eux, ils sont plus malins que ça. Mais la suite de l'histoire prouvait que non, ils n'étaient pas des surhommes, c'est des êtres humains. Voilà. Donc, suivez les conseils qui vous sont donnés. Travaillez bien à l'école. Là, vous êtes des élèves. Si quelqu'un abandonne, vous êtes tous en 6e, si j'ai bien suivi la présentation, ou presque. C'est la classe de 6e. Si quelqu'un abandonne en classe de 6e et ne fait rien, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir pauvre. Quelqu'un suit un mauvais chemin. Il va commencer à prendre la drogue, il va commencer comment l'appelle-t-on, à suivre des bandits dans le quartier, il va devenir pauvre. Donc, les causes de la pauvreté, il y en a qui sont lointaines, mais vous et moi pouvons être à la base de notre pauvreté. Quelqu'un a dit que naître pauvre n'est pas encore un problème, mais mourir pauvre, là, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille pauvre, bien sûr qu'il y a des facteurs familiaux qui influencent, mais ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille pauvre qu'on est condamné à rester pauvre. Il faut faire de bons choix de vie. Dites-vous, je veux être excellent, je veux être le meilleur. Juste avec un 16, 17, 18 de moyenne, vous vous retrouvez en France, au Maroc, je ne sais pas où. Et puis vous allez avoir un bon parcours de vie. Donc faites de bons choix et vous allez vous-même briser le cercle de la pauvreté. Quel est l'effet de la pauvreté sur la population, surtout chez les enfants? La pauvreté détruit l'image de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit misérables. Moi, je suis chrétien et sachez que dans la Bible, il est dit que quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans un jardin. Un jardin, c'est un bel endroit où il fait bon vivre. Ce n'est pas un désert. Vous voyez? Donc, c'est un endroit où il y a l'abondance. Donc, le plan de Dieu pour l'homme, c'est qu'il vive épanoui. La pauvreté détruit la dignité de l'être humain. Vous allez voir des gens qui sont là, qui sont obligés de passer par des voies les plus humiliantes pour trouver leur pain quotidien. Vous allez voir là où les gens logent. Vous-même, vous voyez que ce n'est pas possible. Des gens meurent juste à cause de 1000 francs, à cause de 2000 francs. Ça, ce sont là les conséquences de la pauvreté. Les femmes et les enfants. Vous imaginez un enfant qui est né dans une famille qui est pauvre, lui aussi il est pauvre. Ses droits ne seront pas respectés. L'enfant a droit à la vie, il a droit à la protection, il a droit à la nourriture, il a droit au repos, il a droit au loisir. Tous ces droits-là ne seront pas respectés. Donc, on va voir que l'enfant va vivre soit la négligence, soit les abus, soit l'exploitation. Il y a des enfants qui sont obligés de travailler à bas âge pour pouvoir survivre. Normalement, avant l'âge de 15 ans, on ne devrait pas travailler. C'est-à-dire qu'on peut juste aider les parents pour de petites tâches. Ça s'arrête là. Mais les enfants sont obligés de travailler plus tôt. Et puis, voilà, ça les abîme. Très tôt, ces activités intenses-là prédéfinissent l'enfant. Les traumatismes de l'enfance dessinent la trajectoire de vie de l'enfant. Les facultés cognitives et tout sont affectées déjà très tôt par les traumatismes éventuels que l'enfant va vivre. Donc les enfants surtout, vous voyez, ils sont malléables. Quand ils sont pauvres dès le bas âge, ils sont marqués par ça.
Ils sont marqués par ça. C'est pour cela que nous ici, nous devons lutter contre ça. Parce que ça laisse des stigmates tellement vilaines. C'est pas bon à voir. C'est pas bon à voir. Donc, sur la population, nous voyons que la pauvreté va entraîner beaucoup plus de violence. Le voleur va voler parce qu'il va se dire qu'il veut trouver à manger. Et puis, en volant, il peut devenir assassin. Certains vont se laisser aller à la drogue parce qu'ils sont complètement dépassés par les événements de la vie. Des gens vont abandonner leurs parents. Des gens se suicident. Plein de mots. On ne pourra pas finir de faire cette analyse-là ici. C'est quelques idées comme ça, j'étais en vrac. Mais retenez que la pauvreté, nous devons tous la combattre. Parce que les traces qu'elle laisse sur nous, c'est pas joli à voir. Comment Compassion Internationale Togo agit-elle à son niveau pour contribuer à la réduction de la pauvreté au Togo? En fait, Compassion Internationale agit pour délivrer les enfants de la pauvreté par plusieurs composantes, d'accord, de son programme. Nous avons le programme qui s'occupe des enfants de 3 ans à 22 ans, d'accord, et un programme qui s'occupe des enfants, mais des femmes enceintes et des enfants de 0 à 3 ans. Donc voilà les 2 grandes composantes que Compassion utilise, qui utilise sur le terrain pour pouvoir travailler et délivrer les enfants comme les parents, d'accord, de la pauvreté. Et au niveau de la survie, on va commencer par la survie. Au niveau de la survie de la petite enfance qui s'occupe des femmes enceintes et des enfants de 0 à 3 ans, nous avons plusieurs mécanismes. Comme on vous l'a dit, nous travaillons sur le développement holistique de l'enfant et de la mère. Et nous appuyons notre stratégie, surtout pour cette phase, c'est avec les visites à domicile. Comme ce sont des visites à domicile, nous visitons ces mamans-là, on les enregistre d'abord. Compassion va premièrement en partenariat avec des églises, d'accord, de la communauté. Et à travers ce partenariat-là, elle appuie l'église pour pouvoir enregistrer d'abord des bénéficiaires qui sont dans le besoin dans la communauté, d'accord. Et après cela, ils travaillent avec ces bénéficiaires-là pour les développer. Pour les mamans, par exemple, on leur fait les visites à domicile où on voit les besoins de chaque maman. Et nous avons un curriculum, c'est-à-dire des cours, des leçons comme on fait à l'école, d'accord, pour la maman, d'accord, par rapport à la santé de la maman et à la santé de l'enfant. De quoi est-ce que l'enfant a besoin comme nourriture? La vaccination, par exemple, on transfère les mamans pour amener les enfants à la vaccination. Quand l'enfant est malade, la maman doit amener l'enfant à l'hôpital pour être soigné. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là sont prises en charge par Compassion et en partenariat avec l'Église. L'Église se met en partenariat avec une structure sanitaire de sa communauté. Et les enfants, les bénéficiaires de Compassion et les participants de Compassion vont dans ce centre de santé. Pour tout cas de santé, elles vont là-bas avec leurs enfants, ils sont soignés et Compassion vient payer après aux structures de santé. Donc c'est pour cela que nous sensibilisons et les mamans, même les papas et les gens de la famille à pouvoir amener les enfants à l'hôpital dès qu'ils sont malades, à suivre les consultations, pour les mamans, à suivre les consultations prénatales. Parce que faute d'argent, beaucoup ne vont même pas faire les consultations prénatales. Et après, ce sont des complications lors de la grossesse ou de l'accouchement. D'accord? Donc, on les sensibilise sur ce fait, sur la vaccination des enfants, sur la nutrition des enfants, l'allaitement maternel qui est très crucial pour la santé de l'enfant de 0 à 6 mois. OK? Et au-delà de toutes ces choses-là, on leur apprend l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle, environnementale. On intervient aussi sur le plan social, comment vivre en société, comment gérer son foyer, sa famille, avoir la paix avec son mari et son entourage. D'accord? Et surtout le plan spirituel, qui est un grand atout pour les mamans. Elles se déversent leur fardeau sur Dieu, elles sont libérées et elles s'épanouissent. Et ça, c'est pour la survie. Maintenant, pour les frères faire prospérer la famille, on appuie les mamans en AGA, activité génératrice de revenus. Parce que c'est très important
c'est vrai que chaque mois, on leur distribue des kits alimentaires. On distribue des kits alimentaires aux mamans pour pouvoir prendre soin de leurs enfants, pour les aider en plus. Mais au-delà de cela, on les développe par les activités génératrices de revenus de leur choix et l'Église les appuie comme elle peut pour que chaque maman ait quand même quelque chose à faire. Donc, on ne leur donne pas seulement du poisson, mais on les apprend à pêcher et c'est très important. Puisque pour nous, jusqu'à 3 ans, elle sort de la survie et l'enfant, lui, continue dans le programme de 3 à 22 ans. D'accord, oui. Là, la maman n'est plus vraiment prise en charge, mais c'est l'enfant qui continue à partir de 3 ans jusqu'à 22 ans. Et là-bas aussi, le même programme suit, il y a la prise en charge en santé, d'accord, les cours, les activités, ils le font une fois par semaine, les enfants viennent au projet, on leur fait le curriculum sur leur santé, comment vivre en société, même les études, le côté spirituel, la vie sociale, toutes ces choses-là sont appris. Les enfants sont formés sur toutes ces choses-là. Ils sont vraiment, pour être vraiment épanouis, d'accord, et pour pouvoir devenir vraiment des adultes responsables, d'accord, qui vont vraiment travailler et devenir des étincelles. Pour ajouter juste un mot, il faut dire aussi que beaucoup de nos actions sont orientées au changement de comportement. C'est dans le but de briser le cycle de la pauvreté. Rachida cherchait aussi à savoir comment nous le faisons. En plus de ce que ma collègue a dit, nous visons cet élément qui est le changement de comportement. Donc, vous allez voir que dans notre programme, nous donnons l'occasion aux mamans et aux jeunes qui sont dans le programme, qui n'ont pas été à l'école, on leur donne l'occasion de l'alphabétisation pour être éduqués. Parce que si la personne sait lire et sait écrire, il pourra facilement faire face à certaines décisions vitales pour sa vie, pour son foyer, pour toute sa famille. Donc c'est dans ça également que pour les jeunes, ils ont des occasions de formation en entrepreneuriat pour développer des projets pour leur propre vie, plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne leur donner un emploi. S'il finit ses études, lui-même, il sait déjà que même avant de finir les études, il peut chercher des opportunités et faire face à la vie. Et nous l'avons aussi dit en question des choix de la vie. Il est enseigné, il sait comment choisir ses amis, avec qui collaborer, de quoi s'éloigner, de quoi s'approcher. Donc les jeunes, les enfants qui sont dans le programme sont aussi enseignés sur ces genres de choses pour faire de bons choix, afin de ne pas compromettre leur vie et sortir de la pauvreté, s'épanouir et aider d'autres qui sont autour d'eux. C'est ce que je voudrais ajouter à ce que ma collègue a dit. Avez-vous des recommandations à qui de droit pour une réduction de la pauvreté au Togo? Alors, pour parler des recommandations, il faut déjà cibler les personnes qui peuvent être considérées comme les plus responsables. Il faut agir sur les leviers qui peuvent permettre de venir à bout de cette pauvreté. Pour notre chère Afrique et notre pays, le Togo, c'est pas une histoire qui date d'hier, c'est une vieille histoire. Donc, les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités, chose que nous saluons. Il y a des initiatives, ça et là, qui sont prises pour aider la population à sortir de la paupérisation. Je pense que ces actions devront se multiplier. Je crois que le mandat actuel du président de la République est placé sous le sceau du social. Nous espérons que ces efforts vont aider ces populations vulnérables à sortir de la haute vulnérabilité et à connaître une certaine forme de dignité. Maintenant, lorsqu'on quitte l'appareil de l'État et qu'on revient au niveau du citoyen lambda, je dirais que d'abord, prenons les parents, les familles. Les familles doivent faire l'effort d'éduquer leurs enfants correctement, les parents. Ils doivent être engagés dans l'éducation de leurs enfants. Si quelqu'un a dit que si l'éducation, nous pensons qu'elle coûte trop cher, essayons l'ignorance. Nous allons voir que ça va être la catastrophe. Et donc, c'est très important d'investir dans l'éducation.
toutes les communautés, les sociétés que nous voyons aujourd'hui qui ont émergé, c'est par l'éducation. L'éducation, l'instruction. Hein? Et donc, il faut que les parents s'investissent dans ce domaine-là. Qu'ils mettent les moyens vraiment pour que les enfants puissent aller à l'école, pas seulement pour s'arrêter après le CM2, mais qu'ils puissent continuer réellement. Et pour vous qui êtes dans le domaine de l'enseignement, œuvrez à donner un enseignement de qualité aux enfants. C'est dommage de voir que des enfants soient engrossés par leurs enseignants. C'est là que nous parlons de la pauvreté spirituelle. Un enfant qui est engrossé par son enseignant, c'est un scandale. Une petite fille. Donc, il faut que le corps enseignant donne un exemple à ses enfants. Que chacun joue sa partition. Au niveau des enfants eux-mêmes, eh bien, ils sont encouragés à suivre les conseils de leurs parents, à étudier leurs leçons, à avoir un but dans la vie. C'est quand on a un but qu'on court. Sinon, on risque d'aller comme à l'aventure. Déjà, à votre âge, vous voulez devenir quoi? Il faudrait que vous sachiez ce que vous voulez devenir. Alors, je ne sais pas comment je peux marcher si je ne sais pas là où je veux aller. Donc, je prends, que ce soit la moto, la voiture ou à pied, je dois savoir où je vais. C'est ça qui oriente mes actions. Donc, ayez un but dans la vie et poursuivez-le. Des gens sont nés dans des familles tellement pauvres, mais ils ont réussi à devenir de grandes figures. Même dans l'histoire des chefs d'État, on voit que des gens sont partis de nulle part pour devenir de grandes personnes. En Afrique, un chef d'État comme Laurent Gbagbo, quand on suit sa biographie, son histoire, il est sorti de nulle part. Je pense que vous qui êtes ici, vous devez savoir que vous n'êtes pas juste là pour faire une émission. Vous n'êtes pas juste là pour faire une formalité, faire des rapports, que vous êtes allé dans une organisation qu'on appelle Compassion et que vous avez parlé ce jour-là, que vous avez vu un joli bâtiment. Non, vous devez savoir que vous êtes venu apprendre et un objectif dans la vie et travailler à atteindre cet objectif-là. Et donc, j'ai parlé un peu de l'État, j'ai parlé des familles, je suis allé un peu dans le secteur de l'éducation, j'ai parlé aux enfants eux-mêmes. Et maintenant, je termine en disant de façon générale, tous les acteurs de développement qui sont là, faisant un travail consciencieux. Nous savons qu'il y a des associations et des ONG qui sont là, mais c'est beaucoup plus pour se promouvoir elles-mêmes, au lieu de faire en sorte que le bénéfice aille directement aux derniers bénéficiaires, aux destinataires. Nous devons faire un travail consciencieux. Faire en sorte que réellement, dans le service que nous rendons à autrui, nous le prenions comme un appel de Dieu, qu'on le fasse avec notre cœur. Parce que c'est pas possible. Quand on voit les milliards et des milliards qui sont déversés par des associations et des ONG, et quand on voit l'effet induit, on se dit qu'on pouvait faire mieux. C'est là où nous parlons du spirituel, la pauvreté spirituelle qui vient entretenir la pauvreté sur le plan économique. Si des gens avaient un bon cœur, ils feraient les choses autrement et nous aurons un meilleur résultat. Voilà un peu ce que je pourrais faire comme recommandation. Nous sommes à terme de nos questionnaires à votre endroit. Nous vous exprimons nos sincères reconnaissances et remerciements pour votre accueil et votre réponse satisfaite à nos questions. Elles seront très utiles pour la suite de nos activités. À nous revoir et à très bientôt.